Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous accueillir ici sur cette chaîne où nous parlons ensemble de développement personnel. Moi je suis Capucine, votre coach, et aujourd'hui je vais répondre aux questions que je vous ai invité à me poser sur Instagram. Mais juste avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner la parole et donc de pouvoir répondre à vos questions, aux questions que très souvent vous n'êtes pas les seuls à vous poser. Je trouvais intéressant en tout cas de pouvoir apporter des éléments de réponse. Je dis bien des éléments de réponse parce que j'ai pas de vue plus personnelle, plus creusée de la situation. Donc naturellement, je pourrais pas trop expliquer la problématique qu'il peut y avoir derrière dans certains cas ou de pouvoir finalement vous accompagner vraiment dans l'établissement d'une résolution vis-à-vis de ces questions. Mais je trouvais quand même intéressant de pouvoir vous apporter des réponses générales. Dans certains cas, effectivement, vous posez certaines questions, vous invitez finalement à comprendre un petit peu ce qui se joue en vous. Donc voilà, je pensais quand même que c'était quelque chose d'intéressant. Dites-moi si c'est le type de vidéo qui vous plaît et à l'avenir, j'en ferai plus souvent si ça vous intéresse. Commençons sans plus tarder avec la première question qui m'a été posée. Donc c'est pourquoi avoir un psy et pourquoi avoir un coach? Et je trouve que c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui encore, il y a un flou vis-à-vis de cette pratique qu'est le coaching par rapport au psychologue ou au psychiatre. Donc du coup, je trouvais intéressant de pouvoir expliquer finalement quelles sont les différences et comprendre finalement qu'il y a deux champs de compétences qui sont différents, deux champs d'action qui sont différents, mais que chacun est utile et que c'est intéressant de pouvoir aller voir les deux ou l'un ou l'autre. Alors, il faut vraiment comprendre qu'on va aller voir un psychologue, donc qui est un universitaire, donc qui est une personne qui va pouvoir traiter des troubles, des maladies mentales, etc., mais par la parole. Et on peut aussi aller voir un psychiatre, donc là qui est un médecin spécialisé, donc qui a 14 ans, même plus d'études, je ne sais plus exactement le nombre d'années, mais en tout cas qui est quelqu'un qui peut traiter bien sûr par la parole, et c'est ce qu'il fait la majeure partie du temps, mais il peut aussi apporter des ressources médicamenteuses pour vous accompagner davantage dans votre problématique. En général, naturellement, ici, on vient soigner, on vient pouvoir extérioriser au travers de la parole certains problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie ou des traumatismes, des choses qui finalement sont aujourd'hui pesants pour nous. On peut aussi aller voir un psy, même si tout va bien, juste pour pouvoir parler en fait. C'est finalement lorsque on a soit besoin de comprendre un trouble chez nous ou qu'on a besoin d'un diagnostic, justement comprendre la situation dans laquelle on est, pouvoir extérioriser, pouvoir parler. Et en fait, finalement, il n'y a pas de... C'est pas limité dans le temps. On va voir un psy, c'est pas limité dans le temps, on n'a pas de deadline, il n'y a pas d'objectif, si ce n'est de pouvoir comprendre un peu mieux sa situation. Mais le psy, finalement, va vous faire parler pour naturellement vous faire extérioriser, mais il ne va pas chercher à vous faire atteindre un objectif. Et justement, quand on va voir un psychiatre, un psychologue, on conscientise beaucoup, on comprend les choses, on intellectualise, mais après, on ne sait pas forcément comment mettre en place les choses qu'on a compris dans notre vie. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se rend compte que il a fait un burn-out, il a compris finalement que il savait pas dire non, qu'il se laissait tout le temps bouffer au boulot, qu'il avait tout le temps son supérieur sur son dos. Ok, je sais que ça c'est la problématique, aujourd'hui je vais mieux, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place dans ma vie aujourd'hui pour que demain soit meilleur? Et c'est finalement là que le coach intervient, c'est quand la personne a pu voir un psychiatre ou un psychologue et qu'elle se sent mieux, qu'elle se sent bien dans sa vie, en tout cas mieux dans sa tête, et que là finalement il va falloir mettre en place des changements pour s'assurer que le problème ne reviendra pas et aussi naturellement de pouvoir atteindre un objectif quel qu'il soit. On peut aussi aller voir un coach, même si on n'a pas vu de psy ou de psychologue ou de psychiatre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Du moment finalement où moi je décèle aucun trouble, où moi je décèle aucune maladie, là il n'y a pas de problème. En psychologie, vous avez deux axes de conceptualisation qui peuvent être distingués. En premier, vous allez avoir le présent-passé, qui est le champ du psychologue, du psychothérapeute. Et vous avez en second le présent-futur, qui est le champ du coach. Et c'est important de bien se rappeler que chacun a sa fonction. Un psychologue n'est pas un coach et un coach n'est pas un psychologue.
Vraiment, encore une fois, ce qui fait la différence, c'est que bien sûr que nous, en tant que coach, on peut parfois aller un petit peu dans le passé. On ne va jamais creuser comme un psy. Voilà, ça peut apporter des éléments de réponse, mais c'est vraiment dans le but de pouvoir comprendre la situation actuelle et de pouvoir mieux mettre des actions en place pour que demain soit meilleur. Donc voilà, il y a quand même, chacun a sa fonction, et ça c'est important. On peut aller voir un coach pour n'importe quel type de demande, du moment finalement où il n'y a pas, encore une fois, de trouble, qu'il n'y a pas de maladie mentale, et ça c'est à moi de le déceler. On est formé en base de psychologie pour pouvoir comprendre, déceler un trouble chez vous, et ça c'est hyper important. Vous pouvez aller voir un coach pour n'importe quel type de changement comportementaux finalement. Si vous avez envie de pouvoir gérer votre temps, de mieux apprivoiser votre stress et vos émotions, pouvoir devenir une femme, vraiment se sentir femme, parce qu'on s'est perdu dans son rôle de maman, qu'on s'est perdu dans son rôle de conjointe, qu'on a envie de se retrouver. Voilà, on ne se sent pas non plus hyper épanoui dans notre vie, on ne comprend pas trop pourquoi. On veut réaligner ses domaines de vie, on veut comprendre finalement comment on peut modifier des choses dans notre vie pour que ce soit meilleur dans chaque domaine. Voilà, il y a vraiment différents types de demandes et elle est infinie, la liste des demandes qui peuvent être faites en coaching. Ça dépend, ça peut être tant sur le pro que sur le perso en plus. Donc voilà, il n'y a pas de limite finalement dans le coaching en termes de demandes. On peut vous accompagner du moment finalement où il n'y a pas de maladie, où ça ne nécessite pas l'intervention d'un psy. Et donc ça, c'est à moi de le déceler. Je ne vais pas trop m'étendre sur comment ça se passe avec un psy et finalement voilà, pourquoi on va le voir, parce que c'est pas mon métier et que je ne parlerai pas à leur place, parce que voilà, j'apprécierais pas qu'un psy le fasse avec le métier du coaching, en sachant que, encore une fois, c'est des champs de compétences, que chacun peut parler de ce qu'il connaît. Et moi, dans mon cas, en coaching, on va avoir une première séance qui va être déterminante, qui est sûrement l'une des plus importantes finalement, puisque bien sûr vous arrivez avec votre demande. Je dis une bêtise, votre demande c'est gérer votre temps. Ok, on va les creuser. Quel est le problème finalement? Pourquoi vous n'arrivez pas à gérer votre temps? On va creuser, donc on va poser beaucoup de questions. Il y a des questions qui pourront vous mettre finalement face à des choses que vous ne vouliez pas voir. Donc on va pouvoir commencer déjà à construire quelque chose, à comprendre finalement comment ça se passe en vous, qu'est-ce qui se joue en vous. Et puis, soit je vais déceler finalement que quelque chose ne va pas, donc potentiellement vous n'arrivez pas à gérer votre temps parce que vous passez votre temps à dormir, parce que vous faites que de pleurer toute la journée et que finalement vous êtes débordé ensuite parce que forcément votre temps vous l'avez passé dans la vie à pleurer. Là naturellement ce sera du champ du psy et pas du coach. Par contre, vous ne parvenez pas à gérer votre temps parce que finalement vous ne savez pas dire non. Ok, moi là je peux t'accompagner. En fait, le problème c'est que tu ne sais pas dire non et ça fait que finalement tu ne parviens pas à gérer ton temps. Donc on va aller travailler là-dessus. L'objectif il va être de clarifier votre demande, de comprendre finalement ce qui se joue en vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes là, pourquoi, qu'est-ce qui a déjà été mis en place, mais aussi pouvoir finalement déceler d'autres problématiques chez vous qui ne seraient pas dans mon champ de compétences. Et dans ces cas-là, naturellement, je vous accompagne pour trouver quelqu'un, pour trouver un psychiatre ou un psychologue. Moi, je suis effectivement des personnes qui vont voir des psys en parallèle. Et c'est possible de faire en parallèle coach et psy du moment finalement où la personne aussi elle est apte. Parce qu'en fait, en coaching, on va quand même se mesurer à soi. Et ça, c'est compliqué en fait parce qu'on va... moi, finalement, je vais aller regarder vos comportements, je vais pouvoir déceler. Parfois, vous ne voulez pas répondre à une question, donc là, on va aller creuser. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre à cette question? Ça fait 3 fois que je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va venir comprendre finalement pourquoi tout ça est là. Et sauf qu'une personne qui potentiellement est en dépression n'est pas en capacité actuellement de pouvoir faire face à tout ça, de pouvoir regarder finalement des choses qu'elle n'a pas envie de voir aujourd'hui. Il faut vraiment être apte psychologiquement aussi à suivre un coaching. Donc naturellement, moi je pose le cadre, vous le verrez. Si vous faites un jour un coaching avec moi, en général à la fin je vous dis, voilà, tu seras amené à vivre des moments très positifs, très joyeux, mais aussi des moments parfois difficiles. Moi je serai là pour être un soutien affectif pour toi, mais c'est important que tu comprennes que ça pourra arriver. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es OK pour, à un moment donné, peut-être avoir des émotions qui vont être assez fortes, etc. Oui, je suis OK. Dans tous les cas, vous êtes accompagné dans ces cas-là. On ne vous laisse pas avec vos émotions partir comme ça. Si la séance doit durer 2 heures et non pas 1h30, ce sera le cas en fait. On ne vous laisse pas comme ça. Donc c'est important quand même d'avoir conscience de tout ça. Et je vous inviterai vraiment pour avoir plus de détails sur comment se passe une séance avec un psychologue ou avec un psychiatre. Et vraiment, voilà, pourquoi est-ce qu'on va les voir eux en détail, allez voir directement un psy pour lui demander.
J'espère en tout cas avoir pu répondre à ta question. J'ai essayé d'être le plus clair possible. N'hésite pas à me dire en commentaire ou en message privé si c'est OK pour toi. Alors, la deuxième question, c'était « Je pleure souvent, je ressens de la tristesse et je ne sais pas quoi faire pour être mieux ». J'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir répondre à cette question en vidéo pour vous rappeler que dès que vous sentez un petit peu de tristesse, pas la tristesse finalement qu'on peut ressentir, ce qui est une émotion tout à fait normale, que vraiment vous ressentez de la tristesse de façon plus exacerbée, de façon plus récurrente, dans tous les cas, je vous invite à aller voir un psychologue ou un psychiatre. Ça, c'est vraiment important. Je sais que parfois, certaines personnes se disent « Ouais, mais les psychologues ou les psychiatres, c'est vraiment fait que pour les fous. » Ce sont encore des choses que j'entends aujourd'hui. Non, n'importe quelle personne qui ne présente pas de troubles, qui va avoir des traumas, qui va avoir de la tristesse parce que, je ne sais pas, elle a été agressée dans la rue il y a 6 mois, peut y aller. Je veux dire, c'est même nécessaire d'aller voir un psychiatre dans ces cas-là. Quelqu'un qui se sent triste du jour au lendemain et ne sait pas pourquoi, il ne pourra pas comprendre par lui-même finalement. Tout est occulté quand on ne va pas bien. Donc le psy va finalement aider à désencombrer le cerveau finalement. Donc c'est vraiment important de pouvoir aller voir un psychologue ou un psychiatre dans ces cas-là. Et si jamais tu veux trouver un psychologue proche de chez toi, je t'invite à te rendre sur le site psychologue.net où il y a une grande partie des psys qui sont référencés. Donc tu vas sûrement trouver dans ta région. N'hésite pas à venir vers moi si tu as besoin qu'on en parle et que je t'accompagne dans la recherche de ton psy. Mais en tout cas, c'est hyper important de pouvoir se faire accompagner parce que tu ne peux pas rester dans cette situation-là finalement. Tu vois, tu demandes ce que tu peux faire pour être mieux. Ça veut dire que tu es motivé, que tu as envie de faire des choses pour que la situation s'améliore. Dans ces cas-là, un psy, ce sera vraiment l'idéal. Un jour, on pourra effectivement se voir en coaching parce que tu verras qu'avec la psychothérapie que tu vas faire, tu vas déjà comprendre finalement pourquoi aujourd'hui tu te sens comme ça, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens mal et des choses que tu devras peut-être mettre en place dans ta vie et que potentiellement tu ne parviendras pas à mettre en place parce que tu ne sauras pas comment faire. Dans ces cas-là, effectivement, moi je serai là pour pouvoir te répondre, pouvoir t'apporter en tout cas, je l'espère, des éléments de réponse et t'accompagner si tu le souhaites dans ce changement, dans cette transformation. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on peut tous avoir un petit nuage dans la tête, quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas très bien, mais il y a des solutions pour tout. En tout cas, pour résumer, je t'invite vraiment à aller voir un psychologue qui pourra t'accompagner à retirer ce petit nuage de ta tête qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens un peu triste et que tu pleures. Et puis à venir vers moi si toutefois tu as besoin d'accompagnement une fois que tu sauras quoi faire, que tu auras une idée de l'objectif que tu veux finalement. Je sais pas, je sais que j'ai été triste parce que je me suis laissée bouffer par mon conjoint, je n'ai pas réussi à m'affirmer. Ok, on peut travailler sur le fait de s'affirmer. Il n'y a pas de souci là-dessus et n'hésite pas à venir vers moi en tout cas pour que je puisse t'apporter des éléments de réponse si besoin. Il y a quand même quelque chose que je voulais te donner, une phrase que je vais te donner et qui m'a beaucoup aidée, à toi de la prendre ou pas. Mais je la répète très souvent, c'est que derrière un nuage, la tempête ou la pluie, il y a toujours le soleil qui rayonne. Donc aujourd'hui, il n'y a peut-être pas trop de solutions pour toi, tu ne sais pas trop quoi faire pour être mieux. Sache que demain, tu sauras potentiellement quoi faire, que rien n'est jamais perdu. Voilà, j'espère vraiment avoir répondu à ta question. N'hésite pas à venir en message privé si tu veux échanger à ce propos. Alors la troisième question, c'est « J'ai aussi été maltraitée, mais par mon papa. J'ai peur d'avoir des enfants, comment tu as fait ?» Je te remercie beaucoup pour cette question parce qu'effectivement, c'est une problématique qu'on rencontre souvent quand on a été maltraité, c'est finalement « mais j'ai peur de reproduire ». Donc, c'est pas évident quand on a été maltraité de se dire qu'on pourra faire autrement, qu'on pourra mieux faire parce qu'on entend partout, et c'est réel, qu'on reproduit ce qu'on connaît. On reproduit ce qu'on connaît quand on n'a pas conscience de l'impact négatif que ça peut avoir sur les autres. Et c'est finalement là où on va pouvoir modifier des comportements, c'est en ayant conscience. Moi, pour ma part, vu que ta question est savoir comment moi j'ai fait, pour ma part, effectivement, j'avais extrêmement peur de devenir maman. C'était vraiment une angoisse profonde pour moi, dans le sens où je me disais que je ne pourrais pas être une bonne mère. Par définition, c'était impossible au vu du passé que j'avais eu. Mais par contre, dans mon cas, j'avais quand même cette envie de choyer, d'aimer, d'accompagner un enfant finalement dans son développement. Et c'était très présent. Donc il y avait un conflit interne qui était hyper important. Et donc j'avais
surtout peur d'ailleurs d'avoir une fille, de finalement être confrontée à un enfant qui pourrait me ressembler, quoi. Qui pourrait être moi. Et en fait, un enfant n'est pas toi. Un enfant est un être à part entière qui n'est pas le prolongement de ses parents ou l'enfant que les parents n'ont jamais été. Et donc tout ça, faut pouvoir le comprendre. Naturellement, je me suis fait aider, je me suis prise en main, j'ai été voir des psys. Un psychologue et une psychiatre principalement, avec qui j'ai beaucoup échangé à ce propos. Et donc voilà, j'ai pu travailler sur certaines peurs, j'ai pu comprendre que finalement il y avait beaucoup de croyances aussi. Donc j'ai été voir une coach pour comprendre justement quelles croyances se cachaient derrière. Donc moi ma croyance c'était il y a de très grandes chances que je le reproduise. Voilà, donc forcément ça me bloque, ça me limitait beaucoup. Et finalement j'ai ramolli cette croyance en me disant il y a de très grandes chances que je sois une bonne mère. Et ça change tout finalement parce que ça ne me limitait pas, au contraire ça allait m'aider. Donc j'ai ramolli ma croyance et je l'ai modifiée par quelque chose de plus aidant, de plus positif pour moi. Voilà, j'ai aussi bossé sur mes drivers parce que j'avais un driver dominant qui était le fait de faire plaisir et d'être parfaite. Et sauf que ça ne marche pas, je ne serai jamais parfaite dans ma parentalité, il y aura forcément des erreurs que je vais commettre. Il y aura forcément des moments où j'aurais pu faire autrement. Tout ce qu'il faut finalement, c'est de se dire qu'on ne peut pas tomber dans la maltraitance, quelle qu'elle soit, donc la violence psychologique, physique, sexuelle ou la négligence, et qu'il y a des frontières, et qu'il faut comprendre ces frontières-là, et surtout comprendre finalement que un enfant a le droit à autant de respect que nous en tant qu'adultes. Et finalement, c'est en travaillant là-dessus, en comprenant comment j'étais, et que finalement, la peur de me retrouver face à mon enfant, c'était finalement la peur de me retrouver face avec moi-même. Et donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé quand même sur le regard que je me portais, les idées, les pensées que j'avais à mon propos. Et donc voilà, de pouvoir travailler sur mes comportements, sur tous mes schémas qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas bons pour moi. Et donc pouvoir aussi me familiariser avec cette idée de devenir maman en me disant mais il n'y a rien aujourd'hui qui dit que je serai une mauvaise mère. Donc avec mon conjoint, j'ai travaillé, puis avec mon conjoint, on s'est dit, on a envie d'avoir un enfant, donc on se lance. On s'est lancé, je suis tombée enceinte très rapidement, j'en suis ravie. Et puis 3 mois plus tard, j'apprends que j'ai une fille. Et là, j'explose en pleurs en me disant, mais non, tu vois, j'ai une fille et tout, c'est pas possible. Et forcément que je vais pas l'aimer, forcément que je vais être une mère horrible. Là, je l'aime, mais qui te dit que je l'aimerai le jour où elle sera devant moi ? Et du coup, je suis retournée voir un psy. Aujourd'hui, j'en rigole parce que les peurs, finalement, ne sont pas la réalité du tout. Pardon. Et donc je suis retournée. Enfin, je voyais toujours mon psy, mais en tout cas, voilà, j'en ai parlé avec lui. On a énormément bossé, effectivement, sur cette peur de reproduire, sur ce que ça procurait chez moi, sur... finalement, qu'est-ce que j'avais eu moi-même comme traumatisme à ce propos-là ? Est-ce qu'il y a d'autres choses dont je n'ai pas parlé, etc. Donc voilà, on a vraiment refait un gros point. Et puis au fil du temps, j'ai remarqué que je m'apaisais de plus en plus. Et que ma peur d'avoir des enfants était finalement parce que j'aimais mon enfant en fait. Et c'est là toute la différence, c'est que je me suis dit, waouh, j'ai une fille, est-ce que je vais être en capacité de l'accompagner, de l'aimer comme il faut, de la respecter, de faire attention à elle, de faire attention à son développement ? C'est déjà qu'on aime son enfant. Je veux dire, un parent qui maltraite son enfant ne va pas se poser ce type de questions parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Donc déjà là, je me suis dit, je sais que forcément déjà j'aime mon enfant, je le sens, je veux dire, je parle déjà beaucoup avec elle alors qu'elle est juste dans mon ventre. Et puis elle est née. Et lorsqu'elle est née, ça a été une magnifique claque pour moi. Une magnifique claque parce que du coup, je me suis aperçue que il n'y avait pas de... Il n'y avait aucun problème en fait. Je ressentais finalement aucun problème à l'idée d'avoir ma fille. Au contraire, voilà, je l'aime, quoi. Je veux dire, c'est mon enfant. Et puis, j'ai beaucoup discuté avec elle. J'ai eu 2 heures tranquille avec ma fille. Mon conjoint était parti chercher mes affaires et tout. Et j'ai promis à ma fille que je ferais ce qu'il y a de mieux, en tout cas, que j'essaierais d'être au mieux pour elle, que bien sûr, parfois, je ferais des erreurs, que bien sûr, de temps en temps, je ne serais pas la maman idéale pour elle. Qu'en tout cas, elle pourrait se dire que j'ai pas bien fait, que je suis une maman super chiante parce qu'elle a refusé que j'aille en une soirée à 16 ans. Voilà, le type de choses qui finalement pourront arriver à l'avenir. Je le dis, dans tous les cas, il y aura
peut-être des discordes, mais que ce qui fera notre force, et ce qui fera que finalement on s'en sortira, c'est qu'on communiquera, qu'on arrivera à se comprendre, et que chacune respectera la vie de l'autre. Et que même déjà aujourd'hui, je respecte le fait que ma fille s'affirme. Et toute la différence est là, c'est que je considère que ma fille est un être à part entière, que je dois accompagner, que je dois aimer, que je dois choyer, que je dois faire survivre en fait. Un enfant, voilà, le but c'est que nous en tant que parents on le fasse survivre, mais qu'aussi on puisse le faire vivre, qu'on puisse lui apprendre, lui transmettre des choses qui vont l'aider, qui vont pouvoir en tout cas l'accompagner dans son évolution à devenir un adulte. Et donc ça commence dès l'enfance. C'est dès l'enfance, même entre 0 et 3 ans, c'est hyper déterminant, où on va pouvoir accompagner l'enfant, avoir des paroles aussi qui vont être bienveillantes, qui vont finalement pouvoir être aidants finalement dans son développement. Et puis aussi naturellement poser un cadre. Et ça c'était ma peur à moi, c'est de me dire à quel moment le cadre sort du cadre en fait. À quel moment je tombe finalement dans l'extrême ou dans des choses qui ne seraient pas bien. Et finalement, c'était juste de se dire, par exemple, pourquoi je dis non ? Je veux pas qu'elle mange du pain. Moi, ma fille, très souvent, quand on va chercher du pain au supermarché, elle veut manger son pain tout de suite. Et je dis non. Alors du coup, je regarde ma fille et je me dis, mais alors pourquoi je te dis non ? Alors je te dis non parce qu'on va manger dans 30 minutes. Je te dis non parce qu'on ne mange pas comme ça en marchant dans la rue ou dans un supermarché. On va manger assise à table et tu pourras manger ton bout de pain à table. J'explique les choses en fait. C'est pas juste dire non parce que je veux de l'autorité et parce que j'ai envie d'être forte et parce que voilà. Il y a des parents qui sont comme ça et c'est ok en fait. Voilà, chacun fait ce qu'il peut. En tout cas ici, je ne juge pas, mais moi c'était en tout cas ce que j'ai compris, c'est que apporter un cadre, c'est nécessaire. Un cadre, ça va être on mange à telle heure, on prend sa douche tous les jours. Voilà, finalement, on met des limites à l'enfant. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc voilà, le fait de dire, bah écoute, on ne mange pas en plein milieu d'un supermarché comme ça, c'est aussi apporter un cadre. Mais on peut aussi laisser de la souplesse. Et c'est là toute la différence, c'est faire confiance à son enfant. Moi, ma fille, par exemple, je vais lui laisser le choix de ses vêtements le matin. Des fois, c'est pas très jojo à mon sens. Je juge les vêtements de ma fille parce que je me dis, waouh, du rose avec du vert. Ah, c'est une idée, mais je ne commente pas et je la laisse s'habiller comme elle le souhaite. Bien sûr, ses vêtements sont adaptés aux saisons, donc elle ne peut pas mettre un manche courte en plein hiver. Donc en général, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est juste vraiment en termes de couleur. Mais ce sont ses choix. Et elle s'affirme au travers de ça, elle prend des décisions. Et c'est ok, un enfant peut prendre des décisions. Et petit à petit, je l'accompagne aussi vers l'autonomie. Où, par exemple, elle commence à mettre la table, elle va pouvoir m'aider, une fois que tous les éléments dangereux sont retirés, à vider le lave-vaisselle. Voilà, petit à petit, elle fait des choses qui l'autonomisent et lui montrent qu'elle est capable de faire des choses. Et finalement, après 3 ans de parentalité, je me rends compte que, bien sûr, des erreurs j'en ai faites, et même certaines dont je n'ai pas du tout conscience, mais bien que finalement, je n'ai jamais maltraité mon enfant, jamais. Et qu'il y a eu des moments où j'ai eu peur, par exemple, de maltraiter mon enfant, enfin maltraiter mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on est maltraitant, on peut aussi tomber dans la surprotection. Il y a eu des moments où je me suis dit, mais mince, est-ce que je ne suis pas surprotectrice avec mon enfant ? Donc j'ai été voir mon psy, je me suis questionnée, je lui ai dit, voilà, là je pense que j'ai été surprotectrice et c'est pas bon non plus. Dans certains cas oui, dans d'autres non, et voilà, on se questionne et on arrange tout ça et on s'adapte. En fait, on est des humains, donc des émotions, on en ressent. Moi, ce que j'avais peur, c'était de me dire, mais attends, le jour où ma fille, elle va me taper dessus, parce qu'on sait qu'un enfant peut taper. Je voyais plein de trucs comme ça et tout. J'étais pas encore dans l'âge à l'époque où je me posais cette question. Enfin, ma fille n'avait pas encore l'âge de me taper dessus, et ce moment est arrivé. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais réagir ? Est-ce que je saurais réagir de façon calme et apaisée ? Et oui. Bien sûr que en moi ça boue. Voilà, boum, on vous met une grosse tarte. Voilà, vous avez juste expliqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais finalement, c'est la seule façon que l'enfant a de s'exprimer. Donc c'est la seule façon que lui peut exprimer sa colère, sa tristesse, sa frustration, et que je ne peux pas le juger. Et que moi, mon but, il est de pouvoir supporter ce que me fait vivre mon enfant, pour pouvoir lui apprendre à gérer ses émotions. Si moi, en tant que parent, je ne sais pas gérer mes émotions, comment est-ce que je peux apprendre à mon enfant à le faire ? Donc en fait, tout est une question de travail sur soi. Le problème, c'est pas mon enfant, le problème, c'est pas ma fille, ce ne sera pas mes futurs enfants non plus, c'est toujours moi en fait. Et c'est de me dire, ok, je sais que potentiellement j'ai peur d'avoir un garçon par exemple. Ben pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça vient apprendre sur moi, sur ma vie, sur des choses que je dois mettre en place dans ma vie, sur des changements que je dois apporter ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Et
ça vient aussi soigner ça demande aussi naturellement de soigner des traumas, de soigner des choses qu'on a vécues. Et c'est normal. Et j'ai envie de te dire, moi c'est ce que mon psy m'a dit, si tous les parents se demandaient s'ils allaient bien faire, si tous les parents s'inquiétaient de un jour avoir l'horreur de maltraiter leurs enfants, s'ils se questionnaient autant sur leur propre état, de s'assurer finalement qu'ils sont bien aujourd'hui, bien avec eux-mêmes pour être bien avec leurs enfants, alors la maltraitance n'existerait pas. Et ce jour-là, quand il m'a dit ça, j'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit, mais c'est hyper puissant ce qu'il dit dans le sens où je ne prenais pas du tout tous mes questionnements comme ça. Je me disais, bah mince, je me pose plein de questions et tout, ça veut vraiment dire que je suis peut-être tarée, hein, à l'époque, c'est vraiment des choses que je me disais. Et finalement, pas du tout, au contraire. Ça montre aussi le fait que, bah voilà, on n'a pas non plus besoin de se poser autant de questions, mais dans notre cas, ça veut quand même dire voilà, qu'on est attentif aux besoins de l'enfant, qu'on est attentif à son développement, alors même qu'il n'est pas là. Donc imagine l'amour que tu peux porter à un enfant le jour où il est là. Moi en tout cas, ce que je t'invite à faire, c'est aller voir quelqu'un, donc un psychiatre ou un psychologue, pour vraiment travailler sur tes traumas. Et puis pourquoi pas aller voir un coach pour pouvoir travailler, voilà, peut-être sur le fait de pouvoir t'affirmer, prendre confiance en toi, prendre confiance en ton rôle de maman, de femme aussi, ça c'est important. Donc n'hésite pas, voilà, à te faire accompagner dans cette démarche parce que moi en tout cas, je suis très heureuse de ne pas être passée à côté de ce rôle de maman que j'ai aujourd'hui parce que ma fille me comble de bonheur et que en aucun cas je suis maltraitante avec elle parce que j'ai conscience de ce qu'est la maltraitance, parce que j'ai conscience des problèmes que ça implique et que j'ai aussi conscience aujourd'hui, de par voilà, les diverses petites formations que j'ai pu faire ou les échanges que j'ai pu avoir avec des médecins ou des lectures que j'ai eues, et ben finalement du développement d'un enfant. Et ça c'est important finalement de comprendre comment l'enfant peut agir. À chaque âge a ses spécificités, donc c'est important voilà, de pouvoir comprendre pour gérer effectivement certaines émotions qui chez nous pourront être fortes. Alors, la quatrième question, c'est comment supporter l'ingratitude et l'égoïsme d'autrui. La première chose que je vais t'inviter à faire, c'est de te demander ce que l'égoïsme et l'ingratitude, avec la définition que tu leur donnes, provoquent chez toi. Qu'est-ce que ça te procure? Quel type d'émotion? Comment est-ce que ça se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel comportement est-ce que tu peux avoir aussi face à ces personnes-là? Voilà. Finalement, qu'est-ce que ça peut t'apprendre sur toi et quelles sont les réactions que tu vas avoir vis-à-vis de ce type de trait? Il faut savoir également que pour supporter ou en tout cas accepter le comportement de quelqu'un, eh bien déjà il faut le comprendre. On ne va pas chercher à accepter la maltraitance, on ne va pas chercher à accepter la violence. On peut effectivement, dans l'exercice du pardon, chercher à comprendre et donc à être empathique avec la personne pour pardonner. Attention, ça ne veut pas dire qu'on accepte. Là vraiment, quand je dis que pour supporter un comportement, ça peut très bien être par exemple un collègue qui est tout le temps hyper stressé, c'est agaçant quoi. Je veux dire, on se sent vraiment agacé de la situation. Voilà. Comment on peut finalement supporter la situation? Bien en comprenant, en prenant du recul. Et donc pour ça, il faut vraiment prendre conscience qu'on agit 90% du temps, chacun d'entre nous, en automatique. C'est-à-dire qu'on n'a même pas conscience. Potentiellement, la personne qui est ingrate et qui est égoïste n'a même pas conscience qu'elle l'est. C'est totalement inconscient, c'est un automatisme qu'elle a. Et puis aussi, c'est de prendre conscience que tout comportement humain détient à son origine une bonne intention. Donc, c'est pas forcément foncièrement méchant envers toi, ou en tout cas, c'est pas quelque chose qui est fait pour t'agacer ou autre, mais c'est que la personne agit en fonction d'elle et dans un but positif pour elle, avec aussi les solutions qui sont à sa portée. Donc, potentiellement, c'est finalement qu'elle ne sait juste pas comment agir autrement et qu'on ne pourra jamais changer une personne qui ne veut pas changer. Seule elle a le pouvoir de le faire. Voilà, c'est important de pouvoir se rappeler que finalement, là, la seule personne que tu vas pouvoir maîtriser, effectivement, c'est toi. Et que potentiellement, la situation pourra rester telle qu'elle. Après, il y a naturellement des conversations à avoir. Je ne sais pas du tout, tu vois, par exemple, quelle est ta définition de l'ingratitude ou de l'égoïsme, parce que, pour moi, l'ingratitude, c'est une personne qui manque de reconnaissance, donc ne va pas être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un. Pour moi, l'égoïsme, c'est quelqu'un qui n'agit que dans son propre intérêt et ne réfléchit pas à l'impact que ça peut avoir sur les autres. Ça, c'est ma définition. Elle sera potentiellement différente de la tienne. Donc voilà, c'est important de pouvoir déjà comprendre un petit peu quelle est ta définition, comprendre ce qui se joue en toi, mais surtout se dire, finalement, je peux pas le gérer ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas le choix que de malheureusement être
à l'écoute de mon corps, à l'écoute de moi, et potentiellement si je peux m'éloigner de cette personne, tant que finalement voilà, j'arrive pas forcément à supporter cette situation. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que tu puisses comprendre ce qui se joue en toi. Vraiment, ça va être important. Parce que tu as dit un mot que je trouve hyper intéressant, c'est supporter. Il y en a qui vont dire, par exemple, comment gérer une situation où une personne va être ingrate et égoïste. Comment lâcher prise face à quelqu'un qui est ingrate ou égoïste. Non. Toi, tu as mis un mot quand même qui est fort, qui est supporter. Ça veut dire que potentiellement, c'est quelque chose que tu subis. En tout cas, c'est ce que je perçois de ce mot-là. Et donc, je t'invite, si tu veux, à me dire en message privé ce qu'il en est, et si mon analyse est la bonne ou pas. Et voilà, si tu veux qu'on échange davantage à ce propos. Mais c'est intéressant voilà, de comprendre pourquoi est-ce que tu dois supporter. Et finalement, il faut aussi prendre conscience que la plupart du temps, quand on n'aime pas quelque chose chez quelqu'un, ça peut être dû à notre ombre, donc des choses qu'on a refoulées au fil des années, mais ça peut aussi être dû à des besoins qu'on n'a pas exploités, voilà, auxquels on n'a pas répondu. Par exemple, le besoin de reconnaissance. Si l'ingratitude pour toi est vraiment cette définition-là de finalement avoir quelqu'un face à soi qui n'est pas reconnaissant, c'est de se dire en fait mon besoin c'est d'être reconnu. Pourquoi ? Qu'est-ce que le fait d'être reconnu va m'apporter ? Il va falloir qu'on creuse, tu vois, c'est hyper important. L'égoïsme, c'est pareil, qu'est-ce que je ne supporte pas dans ce trait-là ? Qu'est-ce que j'aimerais finalement qui se passe à la place de l'égoïsme ? Comment j'aimerais que ça se passe avec cette personne ? Et moi-même, comment est-ce que je peux supporter cette situation ? En fait, si tu veux, il y a effectivement une solution générale, c'est finalement de comprendre. Voilà, de pouvoir comprendre que l'autre agit en fonction de lui et en fonction de ce qui lui paraît le mieux et possible pour lui. Mais il y a aussi quand même un travail à faire sur soi, c'est qu'en soi, l'égoïsme ou l'ingratitude que cette personne te fait percevoir chez lui, potentiellement ton voisin ne va pas du tout percevoir la même chose. Et donc dans ces cas-là, c'est important de pouvoir se remettre aussi en question soi, pas de se culpabiliser. Attention, ne te culpabilise pas si tu te dis en fait c'est parce que moi-même je ne suis pas du tout reconnaissante envers les gens. Non, ne te culpabilise pas, accueille les choses comme elles viennent, mais questionne-toi, parce que ça peut effectivement t'apprendre qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Ok, j'ai besoin de reconnaissance, mais alors qu'est-ce que je peux faire pour avoir de la reconnaissance ? Déjà, pourquoi est-ce que j'attends ça ? Qu'est-ce que ça pourra m'apporter ? Voilà, vraiment pouvoir se poser des questions, de pouvoir comprendre finalement qui on est au travers de tout ça. Et puis, surtout, de te respecter toi. Et si vraiment cette personne atteint ton intégrité ou atteint finalement ton seuil d'acceptation, eh bien, éloigne-toi. Je veux dire, c'est ok de pouvoir s'éloigner d'une personne qui, sur le moment présent, en tout cas, ne nous fait pas du bien. Et au contraire, voilà, ça peut être compliqué. On peut tout à fait s'éloigner de personnes qui aujourd'hui... où aujourd'hui la situation ne nous permet pas de prendre du recul. C'est important en tout cas d'avoir cette conscience-là. Donc j'espère avoir déjà pu répondre à ta question. Encore une fois, c'est très général parce que tu vois, il y a beaucoup de questions là, que j'aurais à te poser et qui sont nécessaires à la bonne compréhension et au fait justement de pouvoir supporter cette situation pour toi. Donc voilà, j'ai essayé en tout cas de t'apporter des éléments de réponse. J'espère que ça a été utile. N'hésite pas à me dire en message privé ou en commentaire si ça a été le cas. Alors, la dernière question, c'était « Je veux être coach, comment faire ?» Et j'ai trouvé cette question géniale. J'ai beaucoup de questions en message privé qui me viennent à ce propos-là, donc je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir y répondre ici. Parce que aussi, j'ai des personnes qui m'appellent avec qui mes réponses ne conviennent pas, puisque c'est pas du tout ce qu'ils avaient envie d'entendre. Voilà, il y a des personnes qui me disent bah oui mais moi j'aimerais bien être coach, j'ai pas les moyens de me payer une formation, mais voilà pas de souci, je sais très très bien communiquer avec mes amis, voilà je les écoute très bien, en général je suis de très bons conseils et justement je leur dis mais ça tombe très bien parce qu'en fait le coach ce n'est pas un conseiller, c'est un coach. Donc en fait on ne cherche pas du tout à donner des conseils, on ne cherche pas du tout à dire comment nous on aurait fait, on cherche à venir faire comprendre à la personne qu'elle a toutes les ressources en elle et que les réponses sont en elle. Donc nous, au travers de notre questionnement, on va venir soulever ces réponses, travailler sur des choses telles que les croyances, l'ombre, l'ego, etc. On va vraiment venir travailler sur ce qui fait que la personne aujourd'hui peut avoir tel ou tel comportement. On ne vient pas nous se dire « Ah bah tiens, tu t'es pris la tête avec ton conjoint, moi je te conseille de te casser. » Bah attends, je grossis la chose, mais c'est exactement ça. On ne doit pas finalement en coaching laisser des interférences passer. On a effectivement notre propre perception du monde, on a nos propres lunettes tous les jours, mais en coaching, on doit laisser nos perceptions à la porte et on doit laisser nos lunettes à la porte, on doit être neutre.
Et toute cette posture-là aussi, elle s'apprend. Donc la première chose à faire, effectivement, c'est de suivre une formation. Encore une fois, un coach, c'est un agent du changement. C'est un expert en communication, en stratégie de réussite, en stratégie de changement, en développement personnel. C'est quelqu'un qui doit avoir des connaissances solides, déjà sur le coaching naturellement, sur tous les outils qui peuvent être utilisés, mais aussi sur des bases de psychologie. Ça ne veut pas dire qu'on devient psy, mais c'est hyper nécessaire. On a des personnes qui potentiellement peuvent être fragiles en face de nous. On a des personnes qui peuvent être malades et qui nécessitent de voir un psychologue ou un psychiatre. On n'est pas en mesure de l'accompagner. Mais ça, on ne peut pas le déceler si on ne sait pas. Si je vous demande, par exemple, réellement ce que c'est que la névrose, la psychose, comment est-ce qu'on peut déceler une dépression, comment on peut savoir que la personne, par exemple, peut avoir des troubles schizophrènes et que potentiellement, là, elle n'est pas du tout en capacité d'être accompagnée par un coach. Tout ça, il faut l'apprendre. Et que ce n'est pas au travers de livres, ce n'est pas au travers d'une formation de 1 semaine sur la communication bienveillante ou sur le fait de pouvoir gérer sa posture de coach qu'on va l'apprendre. Il y a énormément de connaissances à avoir et c'est nécessaire. Vous pouvez aussi, effectivement, pour asseoir votre légitimité en tant que coach, une fois que vous avez votre diplôme, d'être reconnu par l'une des 3 associations de coaching, donc l'ICF, le MCC ou SF Coach, qui sont finalement des associations qui viennent apporter une déontologie en fait, à la pratique, puisque pour rappel, le coaching n'est pas une pratique réglementée. Par contre, ça nécessite encore une fois des connaissances et de l'expérience dans certains domaines. Et justement, l'expérience, vous allez la faire sur vous-même. En fait, vous êtes le premier coaché. Vous êtes votre premier coaché. Vous devez, tout ce que vous voulez transmettre en coaching, vous devez le faire sur vous. Ok, il y a des croyances à ramollir. D'accord, je vais le faire sur moi. Quelles sont mes croyances? Oh punaise, j'ai du mal avec celle-ci, je comprends pas. Voilà, on va travailler sur soi, on va travailler sur son ego, on va travailler sur son ombre, on va travailler sur tout ce qui peut être bossé chez nous. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'effectivement, déjà, ça va limiter les transferts, justement, de se dire, tiens, cette personne-là, elle est quand même pas hyper aimable. Écoute, potentiellement, ta voisine, elle la trouverait aimable. Donc, c'est important de comprendre finalement ce qui se joue en toi. C'est pareil en coaching, il faut savoir que on doit pouvoir poser un cadre, on doit pouvoir guider aussi notre coaché. Parfois, pouf, il part dans des choses qui n'ont rien à voir avec son objectif. Il faut qu'on soit en mesure parfois de le couper, de le ramener à la situation. Quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas le faire. Quand on ne sait pas s'affirmer, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui laissent parler son coaché pendant des heures et finalement il n'y a rien qui se passe. Non, il faut pouvoir couper. Ok, moi ma question c'était celle-ci. Et ce qui est étonnant, tu vois, c'est que du coup tu n'y as pas répondu. Comment ça se fait? Et voilà, de pouvoir comprendre, de pouvoir finalement faire travailler le coaché. Tout ce qu'il fait en coaching, que ce soit tous ses comportements non verbaux, tous ses prédicats verbaux, que ce soit sa gestuelle, que ce soit également le fait qu'il puisse ne pas avoir envie de répondre à une question, qu'il soit congruent ou pas. Tout ça, ça apporte des éléments de réponse pour pouvoir aller justement dans un accompagnement vraiment poussé et profond. Mais si on n'est pas formé à pouvoir déceler tout ça, naturellement, on n'y arrivera pas. Donc, et si on ne l'a pas testé sur soi non plus, on ne pourra jamais comprendre. Quand on va parler, par exemple, je ne sais pas, de l'exercice sur les croyances, de pouvoir vraiment travailler sur les croyances, si on ne l'a pas vécu, on ne saura pas de quoi on parle, ce sera beaucoup moins profond. Donc naturellement, vous devez déjà vous former pour asseoir votre légitimité. Il est intéressant de pouvoir aussi, ça c'est un conseil que je vous donne, il est aussi nécessaire de pouvoir aller auprès d'une association de coaching, donc ICF, MCC ou SF Coach. Et puis pour terminer, naturellement, de faire ses propres expériences sur vous. Donc vous pouvez être accompagné lorsque vous avez une bonne école aussi normalement. Ils vous proposent ce type d'exercice-là. C'est d'ailleurs comme ça finalement vient l'apprentissage. Donc voilà, vraiment cherchez une bonne école. Si vous avez des questions à ce propos-là, je reste à votre écoute. On peut échanger effectivement sur les écoles que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger et qui, en tout cas selon moi et au travers du contenu de leur formation, me semblent intéressantes et effectivement prometteuse en termes de réussite ensuite, et puis donc de pouvoir faire ces expériences-là sur vous. J'espère en tout cas avoir pu apporter des éléments de réponse. Effectivement, encore une fois, le métier de coach est un métier qui nécessite des connaissances, des compétences. On ne devient pas coach pouf du jour au lendemain. Aujourd'hui, il y a énormément de coachs qui ne sont pas formés, et il y en a effectivement qui disent non, on peut devenir coach sans être formé. C'est impossible de savoir quoi faire. Encore une fois, c'est un métier à part entière. Même un psy ne peut pas se prétendre coach parce que c'est qu'une méthode de questionnement. Ce sont des stratégies qui sont mises en place, des connaissances que finalement d'autres n'ont pas.
Donc voilà, j'espère en tout cas avoir pu répondre à vos questions à ce sujet-là. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir participé sur Instagram. Donc voilà, en me posant vos questions, je suis vraiment super contente de pouvoir vous donner la parole. J'espère que voilà, mes réponses en tout cas ont pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous qui m'avez posé des questions et vous qui se reconnaissez dans les questions posées, si ça a pu vous être utile. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent encore une fois aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.